C'était la dernière étape européenne pour la Formule 1 dans cette saison 2022. Le Grand Prix d'Italie, un morceau d'histoire, un morceau aussi de chaleur humaine, bien évidemment, dans un pays qui vibre Formule 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le débrief du Grand Prix d'Italie, 16e manche au championnat du monde 2022. Et je suis encore une fois bien accompagné pour cette nouvelle émission. Monsieur Brice Germain, qui a créé un buzz météorologique la semaine dernière. Comment ça va depuis ? Je suis devenu Sébastien Follin, moi aussi. C'est pas ma faute. Il y a des rafales descendantes qui tombent dans ma rue comme ça et qui foutent le bordel sur mon balcon. Alors je filme en bon journaliste. Sauf que je m'attendais pas à recevoir des follows de météorologue Bahreïni sur mon Twitter. Bon, c'est comme ça. Peut-être que j'aurai des infos pour Bahreïn 2023, j'en sais rien. Et je note l'hommage au Grand Prix de France avec cette magnifique fouta accrochée. Ah oui, sur ta petite chaise. Écoute. Rien n'échappe à Hamza Ramani. C'est toujours la Summer Race chez moi. Écoute, franchement, félicitations, bravo. La fibre patriotique est toujours là. Exactement. Tu as retrouvé le plateau d'ailleurs. Tu as retrouvé le plateau où on a tourné nos très très belles émissions de cet été. Tu y étais ce week-end. J'ai retrouvé la terrasse. Le plateau. Oui, le plateau est parti. Il a disparu. D'ailleurs, il y a eu une énorme tempête au Paul Ricard parce qu'il y avait des flaques de partout. Des poteaux électriques tombaient partout. Je sais pas ce qui s'est passé, mais force aux équipes du Paul Ricard si jamais, parce que c'était un peu le Bronx. C'est la tempête. La F1 est partie et voilà, il reste plus. Dominique Galli a soufflé fort. Ouais. Ça doit être ça. Pas trop nostalgique de cet endroit, Hamza. Moi, j'avoue que quand il parle de tous ces souvenirs, là, ça m'hérisse le poil, ça me serre le cœur. Non, on est déjà focalisé sur l'avenir. Montréal 2022. 3, pardon, excusez-moi. Je suis parti un petit peu trop loin dans le passé. Les amis, l'avenir, on va en parler. Le présent, surtout, avec le Grand Prix d'Italie dans quelques instants. Juste vous rappeler que ce débrief du Grand Prix d'Italie est le troisième rendez-vous déjà de ce week-end. Chaque week-end, n'oubliez jamais que nous avons rendez-vous sur Winamax pour pole position en avant Grand Prix, sur Brut avec la libre antenne F1 à 18h après chaque Grand Prix. Et puis, bien sûr, lundi, le débrief. Mercredi, le magazine. La semaine dernière, pour le magazine d'ailleurs, justement, les gars, on avait ouvert ce grand débat Piastri et il nous manquait une chose, on en avait beaucoup parlé, c'était l'absence de communication de la part de Alpine. Écoutez, Laurent Rossi s'est exprimé hier à la F1, déjà au site officiel de la Formula 1 et aussi également à l'équipe, à Eric Bilderman. Morceau choisi, les gars, pour ce droit de réponse et je vous laisserai réagir, bien sûr, là-dessus. Il évoque les trois sujets, Fernando Alonso, Oscar Piastri et Pierre Gasly. Au sujet d'Alonso, Laurent Rossi nous dit « Vous pensez vraiment que la durée est le bon argument ? S'il passe 3 ans chez Aston Martin à se traîner sportivement, vous pensez que c'est vraiment la durée qui l'a motivé ? Mais ce n'est pas à moi de dire si Alonso part de chez nous pour l'argent. » À propos d'Oscar Piastri, j'ai du mal à comprendre qu'il puisse évoquer un manque de clarté, d'engagement de notre part. On a donné énormément à ce jeune pilote et ce depuis 2019. On lui a trouvé un siège chez Williams. Alors oui, on a commis des erreurs techniques sur les contrats en laissant quelques portes ouvertes. On ne lui a pas ficelé les poignets. On n'a pas commis de faute quant à notre loyauté. On a péché par naïveté. Et puis, concernant Pierre Gasly, Laurent Rossi nous dit « Avoir 2 Français dans l'équipe ne poserait pas de soucis. Je ne crois pas que le marketing soit une notion essentielle. » Tiens, est-ce qu'il ne nous répondrait pas, Laurent Rossi, à travers cette punchline ? La F1, ce n'est pas l'école des fans. Si Pierre vient, je préférerais avoir 2 pilotes qui performent et se crêpent parfois le chignon, plutôt que 2 gars qui s'adressent et n'avancent pas. Qui s'adorent, et n'avancent pas. Pourquoi on vous diffuse ces réponses ? Parce que c'était les réponses qui nous manquaient pour compléter, bien sûr, tout le propos qu'on a pu avoir sur le magazine. Impossible de ne pas commencer justement cette émission en offrant un droit de réponse à Laurent Rossi par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur l'affaire Alpine et la Silly Season. J'aimerais aussi avoir vos réactions pour lancer cette émission. On avait des interrogations. J'ai l'impression que beaucoup de nos interrogations que l'on a eues la semaine dernière en émission ont été écoutées par Alpine et Laurent Rossi a pris le temps d'y répondre. Le droit de réponse, comme tu dis, et merci à lui déjà de répondre à ces questions. Et effectivement, on commence à un peu comprendre la stratégie d'Alpine, même si effectivement il arrive quand même après la guerre. Donc jouer sur ce sentiment de naïveté, c'est peut-être la sortie la plus simple possible pour Laurent Rossi et pour Alpine, mais en tout cas, il y a une réponse. Oui, puis on voit là où Laurent Rossi a des rancœurs. La manière dont il parle de Fernando Alonso, on sent que c'était vraiment le choix numéro 1 et qu'il se sent trahi. Après, il serre un petit peu les boulons par rapport à Piastri et il laisse la porte ouverte à Gasly. Mine de rien, c'est une communication très politique, mais une communication qui nous manquait effectivement, ou en tout cas qui manquait même un peu à tout le monde pour percevoir le plan d'Alpine maintenant que ces événements sont passés. Et ça nous permet
nous, en tant que presse et également aux fans, de visualiser aujourd'hui comment Alpine souhaite gérer l'après-couac de ce mois d'août. On apprend aussi également concernant le choix du deuxième pilote, je vous trahis quelques secrets du papier. Douane, ce ne sera pas possible, en tout cas c'est trop jeune et il souhaitait le faire passer par la filière à laquelle Piastri aurait dû appartenir et passer avec bien sûr ce prêt entre guillemets de 2 ans du côté de chez Williams. Il ouvre la porte bien sûr à Pierre Gasly, mais il le dit, c'est à condition, donc du coup ça ne peut pas être complètement focalisé sur Pierre Gasly, il n'évoque pas du tout Daniel Ricciardo et il semble fermer la porte en tout cas à Mick Schumacher en expliquant qu'il y a eu explication notamment entre Ocon et Otmar Szafnauer. Et il dédouane Otmar Szafnauer. Oui, complètement. Ce qui veut dire qu'en fait, il a bien compris que Otmar Szafnauer a assumé la première ligne de tout ça et qu'à partir de là, il y a peut-être aussi un petit peu dans ce propos un mea culpa du board général d'avoir donné à Otmar Szafnauer des clés qui n'étaient pas suffisantes pour gérer certains dossiers, alors que c'est le team principal justement qui doit gérer ces dossiers pour mettre à l'écurie d'évoluer sereinement. Et Alpine ne lui a pas fourni visiblement toutes ces choses-là. Donc il y a une sorte de mea culpa quand même de Laurent Rossi. Maintenant, on aimerait bien que ça ne se fasse pas par facteur ou par journaux interposés et qu'ils viennent nous en parler ici. Eh bien écoutez, libre à lui en tout cas de venir s'exprimer sur le projet Alpine, sur le plateau des pistonnés. Le droit de réponse est refermé en tout cas et la boucle du débat de la semaine dernière est désormais bouclée, vous savez tout, sur cette affaire. Les amis, on se replonge dans le sujet qui nous intéresse dans cette vidéo. C'est le classement de ce Grand Prix d'Italie, je le disais, 16e manche du championnat du monde 2022. Regardez plutôt avec une nouvelle victoire de Max Verstappen, la 5e consécutive, la 31e dans sa carrière, la 11e dans cette saison 2022. Max Verstappen qui termine devant Charles Leclerc, une Mercedes à la 3e place, une autre Ferrari, celle de Carlos Sainz, est à la 4e place, Lewis Hamilton qui termine dans le top 5. Pas de surprise dans ce top 6 avec Sergio Pérez qui complète à la 6e position, Lando Norris le meilleur des autres à la 7e, et Gasly la belle surprise à la 8e place avec son AlphaTauri. Le gros coup de ce week-end, c'est Nyck de Vries qui remplaçait Alex Albon qui termine 9e, et puis la 10e place et le point attribué à Wang Yu-Zhou, sur l'Alfa Romeo. Tout ceci nous amène bien sûr au débrief de ce Grand Prix d'Italie. On lance tout de suite les 4 enseignements. Un Grand Prix, 4 conclusions, 4 enseignements, 4 idées tirées par les pistonnés pour préparer cette émission. On les découvre bien sûr tout de suite avec De Vries. Donnez-lui un volant et vite. Oui, Nyck de Vries mérite sa place en Formule 1. On va en parler dans quelques instants. Ferrari rassure pour l'interrogation. Il n'y a pas eu d'erreur de stratégie ni d'erreur de pit. En tout cas ce week-end, c'est une des questions qu'on vous posera. On reviendra là-dessus. On évoquera aussi également la situation des Français en F2 avec Théo Pourchaire, la fin du rêve. Lui qui ne sera pas titré dans l'antichambre de la Formule 1. On parlera aussi bien sûr de Victor Martins qui lui a pris le titre bien sûr du côté de la F3. Mais on fonce tout de suite sur ce qui a été une nouvelle affaire de safety car et on se replonge dans la fin de course. Les amis, c'est le premier enseignement de ce Grand Prix d'Italie justement. Peut-on terminer encore des courses sous safety car ? Plusieurs questions suite bien sûr à cette fin de course un petit peu bizarre hier du côté de Monza. Pourquoi déjà a-t-on passé autant de temps sous safety car ? On rappellera que la récupération de la voiture de Daniel Ricciardo aura duré 5 tours. Cette voiture qui était bloquée au point mort. On rappellera aussi qu'on a vu la présence d'un tracteur grue sur cette piste. Un tracteur grue d'ailleurs qui était en marche arrière en sens inverse. Est-ce qu'à ce moment-là, à votre avis, il fallait sortir un drapeau rouge de manière obligatoire de la part de la direction de course ? Et puis du côté de la FIA, on rappellera que contrairement à Abu Dhabi 2021, la procédure a été parfaitement respectée. Allons plus loin et dans un deuxième temps, je voudrais qu'on se pose aussi également une autre question. Peut-on encore terminer des Grands Prix sous safety car ? Y a-t-il une manière de garantir le spectacle pour les fans et en même temps l'équité pour les pilotes ? Faut-il s'inspirer, comme Julien Febvre le proposait hier, d'autres exemples et notamment celui de la NASCAR qui ne décompte plus les tours à la sortie bien sûr d'un full course yellow ou d'une safety car ? Et est-ce que le plaisir des fans doit passer avant tout question philosophique ? Mais fonçons tout de suite les gars sur les circonstances déjà peut-être de ce qui s'est passé hier. Est-ce que vous avez compris notamment le fait qu'on ait mis autant de temps à dégager la voiture de Daniel Ricciardo ? Une grue ne peut pas entrer en piste tant que les voitures ne sont pas regroupées derrière la voiture de sécurité. C'est à peu près ce qui s'est passé. Ça a mis 2 tours.
Je dis à peu près parce que Latifi et Leclerc étaient au niveau d'Ascari lorsque toutes les voitures étaient regroupées sur la ligne droite. J'ai l'impression qu'en fait, l'erreur principale et même la seule erreur, on n'en parle pas, c'est la voiture de sécurité qui se place devant George Russell et pas devant le leader Max Verstappen. Ce qui veut dire que Verstappen, derrière, lorsque l'on a permis et autorisé les dépassements des pilotes de la voiture de sécurité, Verstappen a mis quasiment 2 tours, 1 tour et demi à rattraper la voiture de sécurité, ce qui finalement te fait dire qu'on a peut-être perdu 2 tours à cause de cette erreur de voiture de sécurité. Mais en termes de sécurité, de gestion de ce problème Ricciardo, ça a été à peu près bien réalisé. Je suis d'accord avec Hamza là-dessus. C'est vrai que le placement de la safety car et la manière dont elle sort a fait que ça a été très long pour déjà regrouper les voitures. J'ai l'impression Oui, que c'était tout éparpillé sur. au bout de 2 tours de safety car, on avait toujours l'impression au niveau des écarts qu'il n'y avait pas de safety car. Même si, quand on regardait évidemment les caméras, il y avait un ralentissement global. Ce qui n'a pas été aidé par les nombreux arrêts au stand aussi, Oui, dont celui de Verstappen, du coup, qui a Exactement. aussi amené à cette confusion. ce qui prouve aussi que la safety car, à la base, si on reprend quand même l'idée originelle de cette règle, c'est la sécurité. Pas profiter pour faire un arrêt. C'est comme ça que les écuries s'en servent. Mais ça peut aussi permettre de ralentir le processus de compacitation du plateau et du coup de rapidité également de mise en place de la procédure. Après, il y a eu aussi une lenteur d'intervention sur ce cas. Il y a des choses qu'on ne sait pas sur le direct, donc c'est très facile de s'énerver, comme par exemple le fait que la monoplace de Daniel Ricciardo n'avait pas de rapport engagé et qui fait qu'elle était imbougeable manuellement, il fallait sortir la grue. Et aussi, il y a eu cet imbroglio sur le fait que la manière dont Daniel Ricciardo était posé ne nécessitait pas un drapeau rouge, mais que la manière de l'évacuer, et ça on s'en est rendu compte plus tard, l'imposait également. Et pour le coup, il y a eu, je pense, des discussions sur que fait-on ? Est-ce qu'on sort la safety car ? Mais dès lors qu'on sait que manuellement on ne peut pas l'enlever, il faut mettre le drapeau rouge. Mais est-ce que c'est pas trop tard pour le faire ? Et ainsi de suite. Et il y a encore le traumatisme, je pense, à Abu Dhabi, qui fait qu'on se pose la question. Résultat, on a fait le mauvais choix. On a fait sortir une grue sur la piste, alors que des voitures passaient à côté. Et c'était le mauvais choix. Sauf que quand il reste 5 tours comme ça, il y a des mauvais choix qui sont faits. Surtout en termes de sécurité. On sort une voiture pour la sécurité qui met les pilotes pas en sécurité. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il doit y avoir des règles plus claires qui ne font pas entrer en jeu le côté sportif, parce qu'à ce moment-là, on doit sortir du sportif, on doit rester dans la sécurité. Et là, on l'a pas fait. C'est ça qui, je pense, est dommage. Hamza hier disait sur Brut, il n'y a pas de règle qui spécifie que s'il y a une grue sur la piste, on est obligé de sortir le drapeau rouge. Maintenant, il y a la règle et l'esprit de la règle, comme tu aimes à le dire. Est-ce que dans l'esprit, avec la jurisprudence malheureusement Jules Bianchi 2014, est-ce qu'on n'aurait pas dû obligatoirement arrêter cette course à partir du moment où cette grue était sur Pour moi, il n'y a pas de règle et d'esprit de la règle sur la sécurité. Il y a un règlement, sur la sécurité, on ne joue pas avec l'esprit. Il y a un règlement, on suit le règlement. Si le règlement est mal fait, on cherche ensuite à le modifier. On parlait et j'ai entendu... l'esprit. Et là, il n'y a pas d'erreur réglementaire. Et j'ai entendu hier, je crois que c'est Franck Montagny qui disait sur Canal, qui reprenait justement l'exemple Bianchi. Jules Bianchi, le drame survient alors qu'il n'y a pas de voiture de sécurité en piste. Il y a le typhon, il y a une grue sur la piste, enfin à l'extérieur de la piste, du 130R. Mais il n'y a pas de voiture de sécurité à ce moment-là. Il y a simplement un drapeau jaune ou un double drapeau jaune. On considère à ce moment-là qu'il est dans le bac à gravier au fond, Adrian Sutil, et que ce n'est pas dangereux en fait de faire. Mais c'est pour ça pourquoi l'exemple Bianchi, pour moi, est totalement hors de propos sur cette situation. On était d'accord qu'il y a une mise en danger quand même. Avec cette grue qui fait une marche arrière, on va dire. Ce qui est clair, dans les slots, t'as tout le flanc gauche de la monoplace sur la piste. Ce qui est clair, c'est que la grue est intervenue lorsque toutes les voitures étaient regroupées derrière la voiture de sécurité. C'est aussi ça, c'est peut-être à cause de ça que la grue a mis 2 tours à entrer sur cette piste, parce que je crois que la voiture de sécurité est déclenchée au 47 ou 48e tour. La grue fait son apparition, je crois, au 50e tour. Pourquoi ? Alors nous, on se pose la question, mais pourquoi vous prenez autant de temps ? Alors effectivement, on n'avait pas la donnée de cette voiture de Ricciardo qui était bloquée. Et puis surtout, effectivement, avec cette grue, à partir du moment, et tu le disais tout à l'heure, où on a mis énormément de temps à regrouper toutes ces voitures derrière la voiture de sécurité, et là, c'est normal de ne pas faire entrer la grue. Après, est-ce que la grue peut intervenir avec des voitures en piste, mais des voitures qui sont regroupées derrière la voiture de sécurité ? Ce qui veut dire que ça te laisse, sur un circuit comme Monza, peut-être 50 secondes, 1 minute d'intervention avec la grue sur la piste. Ça, c'est une autre question. Faut-il modifier les règles et
faire respecter un drapeau rouge lorsque la grue entre en piste, ça c'est un autre débat et c'est une autre question. Mais en tout cas hier, il n'y a pas grand-chose à reprocher en tout cas en termes de sécurité, à l'exception effectivement de cette erreur de positionnement de la voiture de sécurité derrière George Russell et pas derrière Verstappen qui était quasiment au fond de ce peloton et qui on a dû du coup laisser passer 11 voitures, permettre à 11 voitures de rattraper le retard sur Max Verstappen. Et là, on a l'impression que ce n'est pas une erreur importante, mais au final, ça a quand même largement contribué à la durée de cette voiture de sécurité. Allons plus loin, les gars. Allons plus loin. On se rappelle que début 2021, il y avait une réunion entre justement la direction de course et les directeurs d'écurie avec une sorte de décision tacite qui était de dire essayons au maximum de ne pas terminer les Grands Prix sous safety car. Malheureusement, on connaît la conséquence et ce qu'il s'est passé du côté d'Abu Dhabi. Doit-on en finir justement avec les arrivées sous safety car en Formule 1 ? Regardez 3 avis. Celui de Christian Horner. C'est quelque chose dont nous parlons depuis de nombreuses années, que les pilotes devraient finir en pouvant courir. Il y avait suffisamment de temps pour lancer cette course. Nous partageons la déception de tous les fans car cela a gâché une grande arrivée. Cela va à l'encontre des principes dont nous avons discuté précédemment. Les plus grands perdants étaient les fans. Nous devons chercher rapidement à résoudre ce problème. Toto Wolff, les directeurs de course vont être critiqués, mais je pense que cette fois, ils ont suivi les règles. Peut-être qu'ils auraient pu faire redémarrer la course au dernier tour, mais ils ont accepté le fait qu'on puisse avoir une fin de course sans voiture de sécurité. Ça devrait être comme cela. Et puis Lewis Hamilton, je veux dire, quel est le mal à étendre la course ? Un drapeau rouge pour les 5 derniers tours est une bonne solution. Mais au moins, la procédure était bonne aujourd'hui. Tout ça m'a rappelé Abu Dhabi, la seule fois dans l'histoire du sport où les règles n'ont pas été bien appliquées. Il y a plusieurs idées qui se cumulent à travers ces différentes réactions. Est-ce qu'on doit garantir à tout prix le spectacle pour les fans? Est-ce qu'il peut y avoir une solution qui garantit l'équité et qui garantit bien sûr le spectacle? Et puis au final aussi également, est-ce qu'il faut s'inspirer de d'autres exemples? Lewis Hamilton parle de drapeau rouge. Julien Febvre disait par exemple, on pourrait arrêter le décompte des tours au passage à la sortie de la safety car et recommencer le décompte au moment où cette safety car rentre au stand. Je suis assez surpris, moi, des réactions que je vois partout depuis la fin de ce Grand Prix. Même d'ailleurs de la part de pilotes comme Franck Montagny, que j'ai vu s'énerver contre cette décision. Je suis assez surpris parce que, alors, encore une fois, c'est personnel, mais j'ai grandi avec cette possibilité. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Canada 99, il y a un championnat, Brésil 2012. Brésil 2012, le championnat se scelle comme ça. Ouais. T'as Australie 2009, Italie 2009, Canada 2014. Sur les 539 dernières courses depuis la réintroduction de la safety car en 1993 au Brésil, on a eu 13 arrivées sous voiture de sécurité. Je viens de t'en citer 4. 2,4%. Et effectivement, ça arrive. Et on en a beaucoup plus depuis 2009. Depuis 2009, pour toutes les citer, Australie, Italie, Monaco 2010, Brésil 2012, Canada, Japon 2014, Chine 2015, Bahreïn 2019-2020, Belgique 2021. Japon 2014, elle s'arrête comme ça, non? Ou elle finit, je sais plus. 2014, je crois qu'elle s'arrête. Par un drapeau rouge, non? Après, il y a un drapeau rouge. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est arrivé, en fait. C'est pas quelque chose de nouveau et j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on s'en offusque réellement. Tout le monde a toujours été dégoûté d'une arrivée sous safety car. Mais de là à en faire quelque chose où on se dit c'est pas normal. C'est de la démagogie pour toi? On en fait trop tout pour les fans? Je sais pas si c'est de la démagogie, mais j'ai l'impression qu'en fait, la priorité n'a pas été le sport hier dans la tête, mais le spectacle. Et je comprends, dans le sens où effectivement, ça nous aurait offert une fin de course incroyable. Mais qu'est-ce que veulent les gens? C'est ça que j'essaie de comprendre là. Est-ce qu'ils veulent à tout prix que le scénario de la course ressemble à ce qu'ils auraient souhaité? Ou est-ce que le scénario de la course doit se laisser porter par la dynamique que le sport impose lui-même? C'est ça que j'essaie de comprendre. À Bahreïn, en 2019, les mêmes observateurs se réjouissaient de la présence de cette safety car pour terminer la course en disant « Eh ben Charles Leclerc est béni parce qu'il va pouvoir terminer cette course 3e avec son problème moteur. » Et tout le monde se disait « Ouf, allez, ne faites pas repartir cette course, Charles Leclerc mérite cette 3e place. » Et j'ai vraiment le sentiment, j'ai checké en plus en regardant un petit peu les trucs, c'était pas un tollé que cette course se termine en safety car. Ah non. Le scénario de la course a fait que la fin sous safety car a plu
à énormément de gens, évidemment pas les fans Mercedes ou Red Bull, mais ça avait permis, entre guillemets, que le scénario se passe un petit peu comme la poésie l'aurait souhaité. Encore une fois, c'est comme ça que je le vois. Hier, la poésie aurait souhaité autre chose à Monza avec la Ferrari. Et du coup, on s'offusque du fait d'avoir été privé d'un potentiel spectacle de fin de course. C'est un petit peu ça que je regrette, c'est de me dire, mais ça a toujours été comme ça. On a toujours connu cette possibilité que ça arrive. Et que à part une fois. Ouais. Et que là, on s'en offusque alors qu'en soi. Tu dis à part une fois, mais c'est l'une des plus grosses erreurs de l'histoire de ce sport. Mais complètement. Peut-être c'est l'une des plus grosses hontes. Alors il y a un traumatisme de l'histoire de ce sport. Il y a un traumatisme. Oui, mais est-ce que le public n'est pas un peu schizophrène? C'est-à-dire que on s'en offusque après Abu Dhabi. Et hier, on s'offusque du fait que cette course se termine derrière le safety car. Oui, parce que tout le monde s'est offusqué de ce qui s'est passé à Abu Dhabi. En attendant, il n'y a pas un média qui n'a pas utilisé ces images-là pour faire la promotion de sa saison 2022. Moi, la question que je me pose, tu parlais tout à l'heure de Franck Montagny, est-ce que Franck Montagny, le pilote Franck Montagny aurait réagi de cette manière, ou est-ce que c'est Franck Montagny, le consultant Canal? Parce que Canal est le diffuseur, et Canal est aussi vendeur de ce spectacle, propose ce spectacle. Donc moi, je peux comprendre qu'en tant que diffuseur, tu sois frustré d'un tel scénario, d'une telle fin de course, des images que tu peux vendre quand tu feras ton bilan ou ton film en fin de saison. Si tu proposes une fin de course de 3 tours, comme on en a eu souvent, par exemple, à Bakou, depuis, sur ces dernières saisons, c'est beaucoup plus punchy, c'est beaucoup plus clinquant. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'il faut dénaturer l'histoire de ce sport? Moi, j'ai entendu Julien Febvre parler notamment de l'exemple du NASCAR. En Formule 1, une course fait environ 305 km. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire de la F1. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait changer cela. Est-ce que, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que cet incident, le truc du NASCAR, excuse-moi. Est-ce que cet incident qui arrive à 5 tours de la fin, s'il se produit au 14e tour ou au 24e tour, est-ce qu'on réclame un drapeau rouge? Non, on réclame un drapeau rouge parce qu'il reste 5 tours. Sauf si, effectivement, on considère que l'arrivée de la grue est trop dangereuse et que le drapeau rouge est nécessaire. En l'occurrence, hier, c'était pas la justification de toutes ces personnes qui voulaient ce drapeau rouge. C'est vrai. Ils voulaient quoi? Ils voulaient du spectacle. Est-ce le rôle de la direction de course? Est-ce le rôle de la FIA de créer du spectacle de manière artificielle? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question en décembre dernier. Mais c'est là où il y a un petit peu de schizophrénie. Moi, je veux juste revenir sur cette solution NASCAR, c'est-à-dire on arrête le compteur. Comment on fait vis-à-vis de l'essence, les gars? Parce qu'on ne sait pas combien de temps la safety car va durer. Tu prévois 15 tours. Non, mais justement, parce que si tu pars du principe que tu rajouteras dans tous les cas 2 tours à la safety car, si une safety car arrive à 6 tours avant le terme de la course, au final, tu sais que tu dois rajouter 2 tours et terminer. Mais encore une fois, il y a une question philosophique à se poser qui est à quel point on est prêt à dénaturer l'histoire du sport pour le faire rentrer dans les standards de spectacle qu'on souhaite imposer à la Formule 1. Si aujourd'hui, pour toi, c'est primordial ce spectacle et que tu te sens limite légitime à rembourser les gens parce qu'il y a eu une safety car à la fin. Ok, crée des règles. Aujourd'hui, la FIA a une réunion avec les écuries pour discuter de questions sportives. Parfait. C'est le moment de parler de ça et d'évoquer les potentialités. Mais moi, j'ai un peu de mal avec le fait de dire que la FIA hier n'a pas fait d'erreur dans les règles par rapport au règlement qu'elle a. Elle a peut-être fait des erreurs dans la manière de gérer ces choses-là. Soit. Mais si elle n'a pas fait d'erreur dans les règles et que personne n'est content, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre en compte le fait de faire évoluer les choses. Si on fait évoluer les choses, il faut savoir dans quelle mesure pour assurer ce lien avec l'histoire du sport qui est important et ce besoin de spectacle. Mais hier, il y avait une solution pour le spectacle qui était drapeau rouge et qui n'était pas forcément équitable. Il y avait une solution qui était... Excuse-moi de te couper. À ce moment-là, on ne cherche même pas l'équité. À ce sûr, moment-là, la seule priorité, c'est la sécurité. La voiture de sécurité, elle est là pour la sécurité des pilotes, la sécurité des commissaires et pouvoir évacuer et résoudre un problème en toute tranquillité et en toute sécurité. Par exemple, si tu as un crash qui arrive dans l'avant-dernier virage du dernier tour, enfin, avant-dernier tour, allez, safety car, est-ce qu'on va se plaindre de ne pas avoir une relance? Non, parce qu'il y a un début, un milieu et une fin à la course. Et la fin n'est pas repoussable. C'est tout. C'est-à-dire que, je vois pas pourquoi on se fait. Ça deviendrait artificiel, quoi. Mais c'est pas un film. C'est pas un film dans lequel on a payé avant pour avoir un début, un milieu, une fin qui entre guillemets nous plaît, avec un scénario. C'est un sport et parfois le sport n'est pas spectaculaire. Il y a un nombre d'événements sportifs qui sont décevants
Vous allez voir un 0-0 au foot. Oui, on va pas mettre un penalty à la dernière minute, quoi. Exactement. C'est comme ça. Le sport est comme ça. Après, encore une fois, ça dépend toujours de la direction qu'on souhaite prendre. Et si Liberty Media ne veut plus que ça arrive, et si la FIA se dit que c'est pas bon pour le sport, j'ai aucun problème avec le fait qu'on change les choses. Moi, mais bon. Et un petit peu. Tu peux trouver une solution pour changer les choses. Mais s'indigner de respecter la règle. Oui. Moi, ça, je comprends pas. Les gars, on aura compris en tout cas votre avis sur cette question. N'hésitez pas à nous donner le vôtre, vous, bien sûr, en commentaire, et puis à mettre le pouce levé si jamais ce contenu vous plaît. Deuxième enseignement, Nyck de Vries, c'est la grande surprise, le grand coup de cœur de ce week-end. Oui, Nyck de Vries mérite la Formule 1. Un week-end, un destin, c'est comme ça qu'on aurait pu titrer aussi. Aston Martin qui le fait rouler en essai libre 1. Il y a la crise d'appendicite d'Alex Albon samedi. Hop, on le met directement dans la voiture dès les EL3. Il se qualifie en Q2 et bat Nicolas Latifi pour 200e en Q1. Il prendra le 13e temps de ses qualifications, ce qui est une performance au volant de sa Williams. Premier Grand Prix avec une Williams. Premier point F1, c'est quand même assez extraordinaire. Un départ de la 8e place grâce aux pénalités moteurs, les nombreuses pénalités moteurs distribuées ce week-end. Lui qui découvrait aussi également les procédures de départ et d'arrêt au stand, puisque je le rappelle, il est monté dans la voiture dès les EL3 du côté de chez Williams. Il a été pendant toute cette course à la lutte avec Gasly. Il a même bloqué Joe qui semblait avoir un meilleur rythme avec son Alpha. Bref, il a eu cette petite frayeur puisqu'il a fait un freinage un peu soudain, une conduite un peu erratique sous safety car, mais finalement il a été blanchi. Nyck de Vries, le grand coup de cœur de ce week-end. Vous êtes tous d'accord pour dire que on a maintenant envie de le voir titularisé en Formule 1. Ah ouais. Ah tiens, c'est marrant ça. Attends, il y a une course. Bah quand même. Non, mais attends, c'était impressionnant et incroyable ce qu'il a fait, je remets pas ça en cause. Parce que je veux pas qu'on fasse des avis blancs ou noirs là-dessus. Oui, bien sûr. Mais entre réussir une course à Monza avec une monoplace avec laquelle il peut se défendre parce qu'elle a beaucoup de vitesse de pointe, battre Nicolas Latifi, qui n'est pas une référence chez Williams. Et on commence à le voir avec l'enchaînement des coéquipiers différents. Et mériter d'un coup une place de titulaire, il y a une différence. Évidemment que il est légitime à postuler à ce genre de poste. Et s'il est titularisé, je trouve absolument ça logique que ça arrive. Mais par contre, entre titularisation indiscutable, méritoire sur cette course-là, et titularisation en mode Nyck de Vries arrive enfin, on va voir ce qu'il va faire, je mettrais quand même un petit peu de mesure dans le sens où c'est très bien ce qu'il a fait hier, il n'a pas fait de vague, il a mis les points, meilleur résultat de Williams avec la 9e place d'Albon, je sais plus où, mais je suis d'accord, mais ne nous enflammons pas. Je veux dire, c'est pas pour ça qu'il postule à un bac Alpine, pas pour ça que Williams doit absolument le titulariser. C'est pas ce que j'ai dit. On en fait depuis hier quand même. Non, mais le crack de l'année, alors que ça fait 2 ans qu'il attend un baquet et qu'il est champion F2 quand même. C'est parce que connaissez pas autant de mauvaise foi, Brice. Exactement, c'est pas ce que je dis. Juste pour préciser, je te laisse répondre à Hamza. Ce que je dis, c'est que honnêtement, avant ce week-end-là, je ne connaissais pas le niveau réel de Nyck de Vries. Pareil. Et je ne pensais pas, en tout cas, qu'il puisse faire ça. Et que, Hamza, donne-nous ton avis. Moi, je trouve, après avoir vu ce week-end, en tout cas, que quand tu vois certaines personnes aujourd'hui présentes en F1, tu dis, pourquoi pas Nyck de Vries. Tout à fait, je suis d'accord. En fait, j'étais comme Manu. J'entendais parler de ce pilote. Je ne suis pas le championnat de Formule E, pardon. Donc, je fais rien de mes week-ends. Voilà, exactement. Peut-être que les suiveurs de ce championnat ne seront pas surpris. Je ne sais pas ce que ça vaut être champion du monde de Formule E, en l'occurrence. Il a gagné la F2, il a 27 ans aujourd'hui. On a l'impression que le train est passé plusieurs fois. Donc effectivement, lorsqu'il arrive, tu es certes pilote réserve Mercedes, et j'attends de voir ce que tu fais sur la piste. Il y a cette séance donc d'essai libre 1 avec Aston Martin. Et puis, alors déjà, il y a la manière dont il a géré son arrivée chez Williams. Il apprend 1h30 avant les essais libres 3 qu'il va devoir piloter. Ça veut dire qu'il doit apprendre toutes les nouvelles configurations de Williams, alors qu'il a probablement appris celle d'Aston Martin et Mercedes Mercedes quelques heures auparavant. Il arrive en essai libre 3. Il ne peut pas faire de simulation de long relais parce qu'il reste que 2 trains de pneus à ce moment-là, 2 trains de pneus tendres. Donc il est en apprentissage accéléré. Il ne fait pas d'erreur. Arrive la séance de qualification. Il domine son coéquipier Nicolas Latifi. Alors tu peux me dire ce que tu veux sur le niveau de Latifi. Il a 1 heure de roulage avant la séance de qualification chez Williams. Il domine son coéquipier. Pour moi, qu'importe l'identité
du coéquipier, pour moi, ça compte. Pour moi, ça compte. Quand tu as un pilote qui a fait 2 ans ou 3 ans de Formule 1 et qui est dominé par un rookie presque, sur une séance de qualification, pour moi, ça compte. Alors après, il y a cette erreur en Q2 avec ce blocage de roue dû à une erreur sur le changement de répartition de frein. Bon, ça peut arriver. Et puis moi, ce qui m'a impressionné derrière, effectivement, c'est sur cette course. Alors, certainement aidé par le fait qu'il parte haut sur la grille. Je crois qu'il part 8e, il me semble. Ouais. 9 Sur la grille, je crois qu'il part 8 avec Verstappen. Oui. Une grille 100% néerlandaise, on disait. Mais ce que je trouve intéressant, en fait, sur cette course, c'est qu'il a vécu toutes les situations, quasiment, que vivra ou que doit vivre un pilote sur, je sais pas, sur l'ensemble d'une saison, en tout cas sur une carrière automobile. Il a attaqué. Il a été attaqué. Il y a eu la gestion de la pression, la gestion des pneus, puisqu'on rappelle qu'il a une stratégie agressive, à savoir partir en pneus tendres, finir en pneus médium. Il est régulier sur ses tours, ce qui est hyper important dans une course comme celle de Monza, où il reste groupé avec ce train DRS, où tu as Ricciardo, où tu as Gasly, où tu as Norris, et où derrière tu as Guan Yu Zhou. Ça veut dire que sur 30-40 de tours, il reste dans ce train, ce qui veut dire qu'il ne commet absolument pas d'erreur pour se faire sortir et distancer. Alors que l'erreur à Monza, elle est facile. On l'a vu plusieurs fois, des petits blocages, des micro-blocages qui te font sortir de la zone DRS. Il n'a pas tenté un dépassement venu d'ailleurs. Il a été propre, il a été clinique, il a été sobre et il a fait le taf. Derrière, il termine dans les points. Il fait même un peu de malice lorsque tu dois te faire prendre un tour par Max Verstappen, alors qu'à ce moment-là, il n'a plus le DRS sur, je crois que c'était Gasly qui était devant lui. Gasly qui était devant lui, ouais. Et qui est sous la menace, par contre, du DRS de Guan Yu Zhou. Il laisse passer, alors Guan Yu Zhou, peut-être lui un peu moins malin, je sais pas, il laisse passer Verstappen à un endroit, De Vries en profite pour s'échapper, De Vries laisse passer Verstappen à un endroit qui, lui, va l'arranger, ce qui veut dire qu'il fait sortir Zhou de la zone DRS et qu'il revient dans la zone DRS de Gasly. C'est des petits détails qui me montrent que sur cette course, il a tout fait parfaitement. Et pour moi, ça compte. Alors, je ne veux pas qu'on se place dans une rhétorique audiovisuelle d'opposition là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur absolument tout ce que tu as dit. Et quand tu dis « pour moi, ça compte », ça ne veut pas dire que pour moi, ça ne compte pas. Je parle simplement du postulat de... Pourtant, on en fait trop, c'est ça ? Oui. D'accord. C'est une course. Et si Tsunoda, après Bahreïn 2021, avait mérité directement un baquet Red Bull par rapport à sa course, il serait allé chez Red Bull. Non, mais on avait ça n'a absolument rien à voir. On avait été dithyrambique quand même. Ça n'a rien à voir pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui... J'ai pas fini. Tu me parles de l'exemple Tsunoda qui, à mes yeux, est faux. Ok. Si tu veux. Mais Tsunoda, à ce moment-là, Tsunoda, il n'est pas plus performant qu'un pilote Red Bull. Là, on a un pilote qui est plus performant que le titulaire Williams. Ah ben, ça, encore une fois, je considère que effectivement, ce n'est pas une référence. On ne sait pas ce qu'Albon aurait fait à sa place, Nick De Vries. La Williams était très bonne ce week-end. Peut-être qu'Albon aurait fait 6, 7, j'en sais rien. Ce que je veux te dire. 13. Peut-être, mais bien sûr. Mais tu sais que je suis pas en opposition avec tes arguments. Et j'aime pas le fait que tu me rentres dedans. Non, en fait, je te trouve de mauvaise foi. Mais c'est pas de mauvaise foi, c'est calmer le jeu. Je te dis pas non quand tu dis oui. Je te dis, oh, doucement, c'est une course. C'était incroyable, c'était exceptionnel ce qu'il a fait. Mais de là à arriver à dire Nick De Vries mérite un baquet en Formule 1, c'était absolument fou. Aujourd'hui, écoute, moi, au sortir de Monza 2022, j'estime, ce n'est que mon avis, que De Vries mérite plus le mérite que Nicolas Latifi, même sur la fin de saison. Mais bien sûr. À partir de là, à partir du moment où tu as un pilote qui est titulaire en Formule 1 et qui est battu par un pilote réserviste de 2 autres écuries, moi j'estime, je suis peut-être en erreur, mais j'estime, ce n'est qu'un avis, qu'il mérite plus son baquet que Latifi. Ce qui veut dire donc que Nick De Vries, aujourd'hui, mérite un baquet en F1. Puisqu'en l'occurrence, tu as un pilote, tu as un outil de comparatif qui te montre par A plus B, je sais pas, mais qui te montre en tout cas que De Vries sur un week-end a été plus performant que Latifi. Donc, pour moi aujourd'hui, De Vries mérite un volant en F1. Ça, je comprends absolument. Si la solution pour 2023 c'est Latifi ou De Vries, je choisis De Vries. Mais en fait, les gars, vous êtes d'accord, mais vous le dites de deux manières différentes. Non, c'est dans l'appréciation que on pinaille un petit peu sur les détails. Pour toi, on en fait trop, et pour Hamza, non, il mérite, mais on est d'accord. On en fait trop sur un truc, c'est que si c'était au mérite que Nick De Vries aurait dû remplacer Nicolas Latifi,
Je trouve qu'on fait preuve d'une naïveté par rapport à la présence de Nicolas Latifi en F1 phénoménale. Si c'était au mérite que le deuxième baquet Williams avait dû s'obtenir, Nicolas Latifi serait très très loin du monde de la Formule 1 et depuis longtemps. Alors ceci dit, Nick De Vries a des arguments. Il est pilote Mercedes, Mercedes motorise Williams. Nick De Vries n'est pas un garçon désargenté, au contraire. Mais si Williams n'a pas encore fait ce choix, mais Monza 2000, ils le savent, Williams quand même. Monza 2022, ça offre aux yeux du monde un regard sur la situation Williams et sur la performance de Latifi et la performance de De Vries. Donc ça veut dire qu'on s'est dit avant que Russell craque, Albon craque et qu'il fallait quelqu'un qu'on ne considérait pas encore comme un crack pour voir par rapport à Latifi ? Non, c'est juste. Est-ce que, en fait, non, mais en fait, les gars, on débat sur un truc sur lequel vous êtes d'accord. C'est ça qui est fou. Le titre, c'est De Vries, donnez-lui un volant et vite. T'es d'accord avec ça ? Ah non, il te dit que non depuis tout à l'heure. En fait, c'est pas que je suis. Tu vas me faire genre. Je ne veux pas que l'exemple d'une course soit vraiment le truc. On n'a pas dit que c'était un crack. On a dit. Il mérite peut-être un volant. On mérite un volant. Il mérite un volant pour l'année prochaine. Ça mérite d'être creusé dans le sens où effectivement le gars a fait une performance absolument incroyable sur un circuit. Encore une fois, je le répète, où la Williams était en avantage par rapport à sa vitesse de pointe. On n'a pas vu des batailles sur lesquelles. Joe avait plus de rythme sur un tour. Et sur une saison, Nick De Vries a certainement moins son avantage sur d'autres circuits. La Williams non plus. On n'a pas vu dans des batailles, dans des virages longs. On a un échantillon de vision. Donc on regarde Latifi. Mais vous êtes de mauvaise foi, les gars. Brice, en fait, on en revient à ce que disait tout à l'heure Manu, c'est qu'avant Monza, on avait zéro référence autour de De Vries. Aujourd'hui, j'ai une référence. Il est capable de faire une course propre. C'est ça, moi, qui m'a impressionné. C'est pas au-delà de la 9e place. Il aurait pu terminer 14e avec cette même course. Alors, forcément, on l'aurait moins vu. Et s'il termine 9e, c'est aussi parce qu'il y a l'abandon de Ricciardo. Mais il te fait une course propre. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'ai aimé sur le dimanche et sur l'intégralité de sa course. Je suis d'accord, on a un référentiel qu'on n'avait pas avant. Pour moi, ce référentiel n'est pas suffisant. C'est juste ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que tu lui donnes jamais de volant, il n'aura pas d'autre référentiel. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, je m'indigne pas encore du fait qu'il soit pas en F1. Je comprendrais la décision de le titulariser, mais je suis pas là en mode c'est scandaleux qu'on n'ait pas mis ce mec en F1 et que Williams ne prenne pas la décision maintenant de le mettre en F1. Je comprendrais davantage, j'ai plus d'arguments qu'avant avec le titre F2 et le titre FE. J'ai plus de choses dans ma besace pour me dire ok, ce mec-là, ça serait intéressant à le voir. Mais de là à m'indigner et arriver à dire mettez-le dans une monoplace. Enfin, on a compris. Bon, écoute, c'est voilà. On n'a pas dit sur ce ton. C'est la vie de Brice. Regardez le compteur, les gars, c'est ce qu'il nous reste pour finir la vidéo. Donc, il faut qu'on avance et qu'on parte tout de suite sur le 3e enseignement. Et en plus de ça, on va parler un petit peu de Ferrari, un petit peu de Max Verstappen. Bref, des sujets que vous aimez beaucoup. Est-ce que Ferrari a rassuré justement à la maison ? Leclerc pas récompensé, Sainz remonté. De l'audace, des idées du côté de chez Ferrari pour contrer une Red Bull qui était bien trop rapide. On l'a vu dès le début. Et il y a eu cet épisode de la Virtual Safety Car du 13e tour avec Charles Leclerc qui rentre tout de suite dans les stands pour s'offrir un arrêt gratuit, mais cette VSC qui va s'effacer au moment où il est dans la pit lane. Il y a cette safety car qui était attendue du coup du côté de chez Ferrari, mais qui est arrivée trop tard. Et puis à noter quand même la remontée de Sainz de la 18e place jusqu'à la 4e, lui qui fondait sur George Russell à l'entrée de la safety car et qui aurait pu s'offrir et bien sans ça un podium. Et puis il faut quand même le préciser, le 5 à la suite pour Verstappen. Le départ canon depuis la 7e place, 4 places gagnées ce week-end en un tour. Lui qui avait le meilleur rythme en course sur à peu près tous les types de gommes qu'il a pu utiliser. 30e victoire en carrière, je le disais. Lui qui peut déjà être titré, les gars, dans 3 semaines. Regardez cette juste petite déclaration de Mattia Binotto et je vous laisse réagir sans doute sur Ferrari et en point de comparaison avec l'excellent week-end de Max Verstappen. Regardez ce que disait Mattia Binotto. On était parti pour un seul arrêt, mais avec la voiture de sécurité qui est arrivée, on s'est aperçu que Max était plus rapide que nous parce qu'il dégradait moins les pneus que nous. Ça aurait été difficile de le battre sur la même stratégie. Donc on a essayé quelque chose de différent et profiter de la virtual safety car et passer sur 2 arrêts. Et puis, eh bien, la VSC s'arrête alors qu'on était dans la voie des stands et Max était plus rapide et c'était difficile pour nous de le battre. On espérait une autre voiture de sécurité. C'est arrivé en fin de course, mais la course n'a pas pu repartir. Est-ce que Ferrari vous a rassuré ce week-end ? Ce sera sur le long cours, encore une fois. que j'aimerais. Ça va être long. Bon, dis-le. Non, c'est une blague. Je suis rassuré dans le sens où, sous la pression médiatique et des fans italiens, ils ont fait un week-end optimisé. Je pense pas qu'ils pouvaient faire mieux. Ils sont servis de toutes les possibilités que la course leur offrait en termes de scénario pour tenter des choses. Le rythme était moins bon que celui de Max Verstappen, on l'a tous vu. Carlos Sainz partait en fond de grille. Honnêtement, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de mieux ? Je ne sais pas.
même le call pour les softs en soi, si la différence de fonctionnement des gommes entre les soft neufs et les médiums usés de Verstappen était plus grande, je pense qu'il aurait été payant, il y avait le temps. Je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de mieux, donc pour le coup, je parle rarement des avions qui atterrissent, je parle souvent des avions qui s'écrasent. Là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'ils ont redressé la barre. Encore une fois, on a besoin de voir ça sur 24 courses et pas sur une seule. C'est ça, c'est qu'on était sur une telle série d'erreurs, une telle série d'incompréhensions. Au final, la Faut course remonter. la plus importante, c'est ce qu'on se dit à chaque GP, à chaque Ouais, fois, ça va plus bas, ça va plus bas. Non, effectivement, moi je trouve que sur ce GP, on peut rien leur reprocher. Ils ont tout fait parfaitement, ils ont tenté, ça n'a pas marché. Encore une fois, moi je préfère avoir une écurie qui tente stratégiquement, qui est proactive, qui ne subit pas les stratégies de la concurrence, en l'occurrence de Red Bull, plutôt qu'une écurie, comme ça a été le cas avec Ferrari assez souvent, qui a du mal à réagir face à une situation donnée, face à des circonstances de course changeantes. À ce moment-là, ils ont tenté, ça n'a pas marché. Effectivement, il y a un manque de réussite parce que la voiture de sécurité virtuelle s'arrête au moment où Charles Leclerc est sur la ligne des stands en train de ressortir de son box. Ils ont tenté, ça n'a pas marché. Est-ce que sur la même stratégie que Verstappen, ils auraient pu gagner? Binotto a tendance à dire que non. Moi, j'aurais tendance à le croire, d'autant plus que Verstappen ne reprenait qu'un dixième, un dixième et demi au tour à Charles Leclerc lorsqu'ils étaient 1 et 2, les deux. Mais au moment où Verstappen entre dans la zone, ou serait entré dans la zone DRS de Charles Leclerc, C'était fini. je vois pas comment il aurait pu résister, d'autant plus que Verstappen avait cet aileron arrière braqué, ce qui lui permettait de gagner du temps dans les virages. Si tu prends le tour en qualif, Et puis la dégradation aussi. Plus d'appui, Aussi. moins de dégradation sur les pneus. et si tu prends le tour en qualif, Verstappen était plus rapide que les Ferrari sur tous les virages quasiment. Ouais. Les Lesmo, la Ouais. parabolique notamment. Et en fait, tu te retrouves dans une situation à ce moment-là où je pense qu'il aurait été très très compliqué. Alors là, ils ont tenté, ça n'a pas marché, mais ça aurait pu. Et si ça marche, ils passent pour des génies. Et Mais en tout cas, tout était propre. surtout qu'on s'attendait à ce que le rythme de la Ferrari soit catastrophique quand on a vu ce qui se passait à Spa. On s'est dit, un circuit comme ça, ça va être très compliqué pour eux, ils vont prendre une humiliation à domicile. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu pole, il y a eu bataille pour la victoire. Pas éreinté, mais il y a eu bataille pour la victoire. Stratégiquement, quand même, dans les choix, on ne s'est pas battu pour une 3e ou une 4e place. On s'est battu pour la victoire. Donc déjà, ça c'est aussi rassurant pour la fin de saison en se disant que Ferrari, quand même, pourra rester en termes de performance à la lutte avec Max Verstappen. Mais effectivement, il n'y a pas eu de débat. Et dès lors qu'il n'y a pas eu réellement de débat sur la fin de course, au moins, on s'est dit, bon, tout est bien aligné et c'est déjà ça de prix, en fait. Et ils ne perdent pas de points sur Mercedes. Oui. Ça, ce Grand Prix. Parce que c'était une série de Grands Prix où ils perdaient des points sur Mercedes. Là, ils en ont repris 3 ou 4, 5, je ne sais plus. C'est déjà ça. Et, il faut sécuriser cette 2e place au championnat. Maintenant, c'est le but. La saison n'est pas terminée pour eux. La saison n'est pas morte pour eux. Donc, il va falloir sécuriser ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la course de Carlos Sainz. Il a eu cette facilité de dépassement. À chaque tour, il prenait une position. Il a remonté très très vite. Et le rythme de Carlos Sainz me laisse quand même penser ou croire à une belle fin de saison pour Ferrari. Ouais. Encore faut-il ne plus commettre d'erreurs. Ouais. Encore une fois, hier, les arrêts au stand sont parfaits. Ils ont tenté une stratégie en réaction à la voiture de sécurité virtuelle. Ils ont tenté, mais tout s'est bien goupillé. Si ça se poursuit jusqu'à la fin de la saison, j'ose espérer que l'on pourrait retrouver Ferrari, peut-être pas aux avant-postes 1 et 2, mais au moins plus proche que Red Bull. On rappelle que le prochain Grand Prix, ce sera à Singapour, c'est dans 3 semaines, les gars, et que le scénario qui verrait un titre de Max Verstappen, ce serait une victoire de Max Verstappen et Charles Leclerc qui ne ferait pas mieux qu'une 8e place. Et il en serait plié pour la saison 2022. Petit point par rapport à la voiture de sécurité très rapidement en fin de course. Il faut savoir que Verstappen aurait pu se retrouver dans la situation de Lewis Hamilton à Abu Dhabi si Leclerc n'avait pas été piégé par des retardataires. Au moment où la safety car est lancée, Leclerc perd 7 secondes dans le premier secteur seulement sur Max Verstappen, ce qui permet de creuser un écart conséquent à Verstappen. Lui entre au stand et Leclerc ne pouvait pas rester en piste et être devant Max Verstappen après son arrêt. Donc Leclerc a choisi d'entrer au box. Mais ça aurait été intéressant de voir ce qu'aurait fait Verstappen. Est-ce que Leclerc aurait pu ne pas tenter l'arrêt et aurait peut-être pu gagner s'il y avait eu cette même fin de course avec une arrivée sous safety car? 4e et dernier enseignement, on va pas parler de Formule 1, les gars, ou peut-être de futurs pilotes de Formule 1, un mot F2, un mot F3 et un mot surtout de nos Français. Théo Pourchère, déjà forcément frustré, qui voit Drugovich remporter le titre et surtout Victor Martins, champion de F3 4 ans après le titre déjà dans la même catégorie d'Antoine Hubert. Lui qui a vécu une certaine revanche, qui avait été exclu de l'Académie Renault en 2019, qui avait été un petit peu cantonné un peu trop longtemps du côté de l'Eurocup. Éloge aussi de la régularité
régularité quand on repense à sa deuxième saison en F3 cette année en 2022. Et puis un titre qui pourrait lui ouvrir les portes de la F2. Et puis il faudra toucher un mot également sur Théo Pourchaire qui a été bloqué dans le trafic en sprint, qui n'a pas pu profiter de l'abandon de Drukovic. Lui qui a été percuté au départ de la course principale, lui qui a vécu une saison de galère et qui a désormais un avenir véritablement en question. Je ne sais pas pourquoi vous voulez commencer, peut-être Victor Martins. Écoute, F3 un peu bizarre quand même, cette fin de saison F3. Il faut le dire, ouais. Ça a été un peu chaotique du côté de Monza. Après, si on prend le prisme du résultat, très content pour Victor Martins. Il y avait 2 Français quand même qui étaient à la lutte pour le titre F3. Ça augure quand même de très bonnes choses. Et encore une fois, on en parlait avec Nicolas Deschaux, c'est exceptionnel pour le sport automobile français. C'est d'autant plus important qu'il y avait quand même 7 pilotes qui étaient en lutte pour ce titre. Donc, il a tiré les marrons du feu. Ce sera vraiment quelque chose qui sera à son crédit dans le futur. Maintenant, encore une fois, la F3 n'est pas signe de F2 et on a, je trouve, pas entendu assez de choses passer quand on était soit en paddock, soit quand on lit la presse française. On n'a pas entendu assez de choses qui nous garantissent que Victor Martins, ce titre lui servira à accéder à la F2 parce que son rêve c'est toujours la F1. Il l'a dit, regarde, petite déclaration de Victor Martins, c'est à l'arrivée bien sûr de cette course, Victor Martins qui nous dit: j'avais annoncé en début d'année que j'étais le favori, même quand au milieu de l'été cela fut difficile, on a continué à y croire. Avec ce titre, je devrais pouvoir continuer à rouler en F2 avec ART, l'idée est toujours de rouler en F1 avec Alpine si possible. En fait, pour juste compléter ce que tu viens de dire, moi j'ai la sensation par rapport à certaines discussions qu'on a pu avoir un petit peu en off, j'ai l'impression que ce titre relance un petit peu une carrière qui était bien partie, mais après 2019 et l'exclusion du côté de chez Alpine, j'ai l'impression qu'on avait un petit peu enterré Victor Martins. C'est ça. Et que c'est un petit peu la résurrection là. C'est un peu la résurrection et il y a peut-être quelque chose qui va lui servir, c'est le fait que Théo Pourchaire ait annoncé qu'il ne piloterait pas une 3e saison en F2 et qui du coup libère cette position chez Hard Grand Prix. Maintenant, encore une fois, pour aller en F2, il faut des budgets. Est-ce que ces budgets seront financés par Alpine? Est-ce que ces budgets seront amenés pour Victor Martins? C'est tout autre chose. Et Sébastien Philippe, même si certainement qu'il souhaite garder quand même le champion qu'il a dans son équipe F3 pour l'amener en F2, Sébastien Philippe, il a des factures à régler à la fin du mois. Et si le budget qui ne vient pas forcément avec Victor Martins, peut-être qu'il fera un autre choix. C'est ça, moi, qui me met l'interrogation, c'est que je suis un peu dans l'attente de me dire, c'est dommage, on a un champion F3 français. Et pour autant, l'avenir n'est pas aussi scellé que ça avait pu l'être pour Théo Pourchaire au moment où il est vice-champion F3, que pour Piastri au moment où il est champion avec Prema. Voilà, même Quentin Hubert il y a 4 ans, par exemple. J'attends de voir, j'espère qu'on va le voir en F2 parce qu'il mérite de montrer ça. Mais pour le moment, c'est pas sûr. Juste un petit mot sur Isaac Hadjar, qui quand même termine 4e de ce championnat alors que rookie, il était en lutte pour le titre et même à un moment donné favori pour ce titre tellement il impressionnait. Et cette qualification a absolument ruiné son week-end. C'est tellement cruel, je trouve, dans les systèmes de promotion que la qualification, en fait, te coûte potentiellement les 39 points qui arrivent. C'est pas 25. C'est les 2 courses qui viennent complètement être plombées. Alors, c'est la loi aussi de la promotion, c'est-à-dire qu'il faut être régulier tout le temps et que les erreurs se payent très fort. Mais est-ce qu'Isaac Hadjar méritait de finir 4e au championnat au vu de sa saison? Comptablement peut-être, mais en attendant, l'impression ne me laissait pas penser ça et grosse pensée parce qu'effectivement, c'est très dur, je pense, à l'heure actuelle. Avait-il la voiture aussi pour... voilà, comme on avait pu en parler lors de sa venue. Hamza, ce que je trouve intéressant avec Martins et Hadjar, mine de rien, c'est qu'on se retrouve dans des situations un peu similaires sur la gestion de la fin de saison, dans le sens où ils avaient réalisé un gros début de saison et que la seconde partie de saison a été beaucoup plus compliquée aussi par la concurrence. Maloney qui fait une seconde partie de saison incroyable. Beerman aussi. Et Beerman, effectivement. Tu te retrouves dans une situation où Martins, finalement, il a su gérer la pression, il a optimisé ses courses, il est allé chercher les fameux points intermédiaires qui comptent tant dans un championnat, à la preuve, puisqu'aujourd'hui, il est champion de F3. Et effectivement, Hadjar, il y a cette erreur à Monza en qualification, ce qui moi en tout cas me laisse un petit regret de ne pas savoir ce que ça aurait pu donner cette lutte jusqu'au bout entre les deux. Mais il y a de la satisfaction en tout cas de voir ces 2 pilotes qui n'ont pas forcément, malgré l'erreur d'Isaac Hadjar en qualif,
mais qui n'ont pas craqué malgré le retour en boulet de canon de Maloney. Enfin, lui, il est arrivé de nulle part. Je ne l'ai pas vu venir. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec son écurie. Et effectivement, Bierman, pareil, grosse fin de saison. Mais j'ai l'impression que ce top 4, top 5 en F3 est assez prometteur. Oui. Et j'ai bien envie de les voir tous là en F2 l'année prochaine. Ils ont fait disparaître Arthur Leclerc du classement. Oui. Il Il était dans la lutte avec Kadjar et Martin. Il finit 7ème au classement, ou 6ème, je crois, au classement général. C'est 6. Dans le top 5, en tout cas, avec certitude. Juste pour boucler la boucle, les gars, on invitera Victor Martins. On essaie d'ailleurs de le contacter depuis la saison dernière. On essaiera de faire bien sûr un point avec tous ces jeunes Français, Isaac Hadjar, Victor Martins et bien évidemment notre ami Théo Pourchère qui a vu le titre s'envoler ce week-end. Tu en parlais, Brice. Il a communiqué autour du Castellet en expliquant, Théo Pourchère, qu'il ne devrait pas refaire de saison F2 à moins peut-être de trouver une solution, j'imagine, budgétaire. Avenir en pointillé pour Théo Pourchère. Est-ce qu'il a été victime uniquement de la malchance sur cette saison 2022 ? On rappelle qu'il reste un seul rendez-vous du côté d'Abu Dhabi. Pas que. Il a eu beaucoup de malchance, mécanique et être pris dans les accrochages. Il a fait des erreurs. Il a eu un drop de performance sur le, on va dire, deuxième tiers de saison jusqu'à l'été. Maintenant, le triple header qu'il fait là, il est pas bon. Il est pas bon en qualification. Mais derrière, si t'es pas bon en qualification, on l'a dit, derrière, tu t'exposes à toutes les problématiques qui peuvent arriver. En course, Drugovic n'a pas eu ces problèmes-là, ou beaucoup moins, parce qu'il partait toujours devant. Et à un moment donné, ça devient plus compliqué à gérer. On a eu un sursaut en Hongrie, mais de base, il y a un écart très important qui s'est formé, et le titre, Théo Pourchère le perd pas là. Non, il le perd sur le printemps, et il le perd sur Belgique-Zandvoort, où au final, il doit faire les exploits qu'il a fait en Hongrie pour revenir, et que les malchances se succédant, quand tu cumules malchance plus erreur plus re-malchance, c'était pas possible. Et il a peut-être pas assez prouvé du coup aux yeux des dirigeants F1. Il a un bon coup de volant, mais peut-être qu'il lui manque certains trucs, attributs pour les dirigeants F1 aujourd'hui. Frédéric Vasseur, on l'aura mercredi, il en parlera, mais effectivement, le symbole de cette malchance, encore une fois, à Monza, il est en train d'améliorer son tour de qualif, drapeau jaune, et du coup, il est piégé. Enfin, après, évidemment que j'attribue pas ça à la malchance, mais tout à l'heure, je parlais des points intermédiaires de Martins. Celui qui a appliqué ce théorème à la perfection, c'est Drugovic. Il faudra compter le nombre de 4e, de 5e, de 6e place qu'il est allé chercher tout au long de la saison. Lui, en l'occurrence, il a fait une excellente saison de Formule 2. On parle de lui comme étant pilote pilote d'essai chez Aston Martin. C'est dommage, j'aurais bien aimé le voir en tant que titulaire, mais grosse saison en tout cas du Brésil. Est-ce que lui aura un contrat ? C'est la question, on pilote essayeur. Un baquet pour Drugovic, et vite, s'il vous plaît. Non, on ne relance pas. Allez, les gars, les 4 renseignements sont passés. On fait un petit point comptable rapidement sur le classement, bien sûr, pilote et constructeur. Vous dire notamment que l'écart désormais est de 116 points entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Pérez reprend la 3e place au classement des pilotes. L'écart est conséquent entre Red Bull et Ferrari. On a même arrêté de compter. Ferrari qui a repris quelques unités sur Mercedes et McLaren qui se rapproche aussi également de Alpine. Voilà en tout cas pour les conclusions qu'il fallait tirer après ce Grand Prix d'Italie. L'actualité, elle a été chargée. On en a parlé justement dans l'émission Pole Position sur Winamax. Je vous invite d'ailleurs à retrouver cette émission sur YouTube. Regardez avec cette très très belle vignette et ce débat Porsche, Red Bull, le clash ou plutôt le mariage avorté. Petite séquence que je vous propose de retrouver puisqu'on l'a appris que Porsche et Red Bull ne s'associeraient pas en vue de 2026. L'avis notamment de notre ami Lucas par les fins, et j'ai envie d'avoir le vôtre. Est-ce une erreur stratégique de la part de Red Bull ? Je suis étonné parce que Red Bull, je me demande à quoi Red Bull s'attendait. Parce qu'aujourd'hui, on me dit, alors les raisons, c'est que Porsche voulait de l'importance. Voulait prendre de l'importance dans la structure, dans le management. Ils ont même parlé de potentiellement remplacer Horner. Donc forcément, voilà. Donc aujourd'hui, Red Bull s'est rendu compte, je pense, que Porsche, dans le monde du sport auto, était plus fort que Red Bull. Et donc, le ton est monté. Le mariage est annulé. Pourquoi Red Bull irait dépenser autant d'argent dans un moteur alors qu'il ne commercialise pas de voitures ? C'est-à-dire pourquoi faire autant de recherche et développement uniquement pour la compétition ? La deuxième chose,
Est-ce qu'ils ont vraiment, à travers leur nouvelle entité Red Bull Powertrain, est-ce qu'ils ont véritablement le savoir-faire, même si on sait qu'ils sont allés chercher de nombreux ingénieurs à gauche, à droite, et notamment des anciens de chez Honda, pour justement partir d'une feuille blanche et construire ce nouveau moteur, parce que tu l'as rappelé, Honda se retirera après 2025, donc avant cette révolution. Est-ce que franchement, ils ne sont pas un peu trop sûrs d'eux du côté de chez Red Bull à se dire que oui, ils vont pouvoir passer cette révolution en se débrouillant tout seuls? Moi, je pense pas. Honnêtement, je pense que ça va être très difficile parce que Red Bull, c'est pas un motoriste historique. Il leur manque peut-être un savoir-faire, comme ils auraient pu avoir avec Porsche, comme ils peuvent avoir avec Honda, mais ils le font, ils surprennent. Franchement, je les trouve vraiment forts avec ça parce que à chaque fois, ils arrivent à trouver les bonnes personnes, à investir sur les bons postes. Et ils arrivent toujours à sortir quelque chose. Cette voiture, rappelle-toi Manu, en 2010, moi j'étais très surpris de voir une telle compétitivité de leur part. J'ai quand même la sensation, si tu veux, qu'il va y avoir un vrai enjeu industriel pour chacune des marques engagées en Formule 1, que du coup, ça vaudra le coup de mettre énormément de moyens humains, de jus de cerveau, d'argent pour justement construire cette voiture de demain. Là où Red Bull, ce que je disais tout à l'heure en introduction, Red Bull vend des canettes. Alors attention, c'est pas du tout péjoratif vis-à-vis de Red Bull, mais Red Bull n'a aucun intérêt à, on va dire, créer le moteur de demain s'ils ne vendent pas de voiture et s'ils ne mettent pas cette technologie dans la voiture de demain. Ou alors Red Bull nous impressionne et Red Bull commence à commercialiser des hypercars, des supercars, ce qui est possible aussi. J'ai quand même du mal à y croire. J'ai quand même du mal à y croire. Les amis, votre avis surtout sur ce mariage raté entre Red Bull et Porsche? Est-ce que Red Bull a raté une énorme occasion en vue de la révolution de 2026 ou pour vous, il y a d'autres solutions? On parle notamment d'un retour de Honda. Je suis pas sûr qu'ils aient raté une énorme occasion dans le sens où, depuis les années où le moteur Renault n'était pas assez performant pour eux, ils ont pris la décision de ne plus vouloir dépendre des autres. Ils veulent avoir le contrôle sur plus de choses en tant qu'écurie de pointe et ne pas se retrouver hors lutte du championnat à cause d'éléments extérieurs. Ils estiment qu'ils ont le meilleur ingénieur designer du monde, et c'est pas faux, avec Adrian Newey. Ils estiment qu'ils ont la meilleure stratège avec Anna Schmitz. Ils estiment qu'ils ont un excellent gestionnaire de pilote avec Helmut Marko, puisqu'il ne fait pas de cadeaux. Ils estiment qu'ils ont quand même une Dream Team qui ne doit pas être entachée par des performances externes. Dès lors, si Porsche, dans l'accord, demandait trop de choses, c'est pas Red Bull. Et Red Bull ne dira pas oui à la perte de ce qu'ils ont acquis avec le temps comme ça. Donc, je comprends Red Bull, c'était pas forcément le bon choix, mais si leur philosophie c'est Red Bull Powertrains, l'arrivée de Porsche en fait était un frein à ça. Peut-être que Porsche a beaucoup plus de capacité de savoir-faire en termes de moteur, mais si Red Bull veut commencer à être totalement indépendant à un moment donné, d'être un constructeur, il faut commencer quelque part. Donc, je comprends ce que fait Red Bull. C'est pas forcément le bon choix court-termiste, mais peut-être qu'à terme, on se dira que Red Bull est devenu un motoriste. Horner a dit on veut protéger aussi également notre côté anticonformiste. C'était l'un de ses propos. Hamza, ton avis là-dessus? J'ai l'impression que Red Bull est en train de s'inscrire quand même sur le long terme avec cette décision et que c'est peut-être prometteur pour la F1 puisque ça te garantit 2 équipes. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est des avis qui se respectent en tout cas. Voilà les amis, si vous voulez en savoir plus sur ce mariage annulé entre Red Bull et Porsche, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Winamax à retrouver l'excellente émission de Pole Position. Une autre excellente émission vous attend, ce sera mercredi, émission exceptionnelle pour ce mag, avec l'entretien Frédéric Vasseur, son management, sa méthode, son âme de bâtisseur, le projet Alfa Romeo. Il nous parlera aussi également de Valtteri Bottas et de Théo Pourchaire. Et puis après cet entretien découlera un débat. Est-ce que Frédéric Vasseur mérite-t-il mieux qu'Alfa? Est-ce qu'on pourrait par exemple le retrouver à terme dans un top team? On fera le bilan de son passage justement chez Sauber. On se posera la question aussi de savoir si c'est un véritable big boss façon Toto Wolff ou si c'est surtout un grand formateur. Et puis on essaiera de s'avancer justement sur cette question, est-ce qu'il mérite un top team, en se posant la question de savoir si le mariage est impossible avec Audi qui s'associera, on le rappelle, à Sauber à partir de 2026. Alors soyez au rendez-vous mercredi parce que cette émission vaut son pesant d'or. Merci Brice, merci Hamza, merci à vous chez vous d'avoir été aussi fidèles à ce débrief du Grand Prix. N'oubliez pas le pouce levé, le petit commentaire pour nous donner aussi également votre avis si tout ça vous a plu, et on a hâte de vous lire et on vous répondra, c'est promis. À mercredi, salut.